Ce n'est plus de la science-fiction. Les armes entièrement autonomes, qu'on appelle aussi robots tueurs, existent. L'ONU et la Croix-Rouge estiment qu'il est urgent de les réglementer avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors, de quelles armes parle-t-on? Que peuvent-elles faire sans intervention humaine et quels sont les dangers? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. L'ONU et la Croix-Rouge ont donc remis le sujet sur la table en affirmant qu'une ligne rouge morale était sur le point d'être franchie avec des armes qui vont pouvoir prendre des humains pour cible de façon autonome. Alors quand on parle ici d'armes létales autonomes, on parle donc de systèmes capables de tuer, des systèmes qui vont donc enregistrer une demande humaine, par exemple tire dans telle zone ou sur tel individu, et ce sont donc des armes à partir d'une telle demande qui sont capables de sélectionner des cibles qu'il estime correspondre et qui sont capables de tirer. Alors là tout de suite j'en suis conscient, on peut penser à des robots humanoïdes style Terminator. En fait aujourd'hui ça ressemble pas à ça. La plupart des systèmes ils sont représentés par des drones, par des tourelles, bref par tout un tas de systèmes boostés aujourd'hui pas mal par l'IA et qui sont capables donc de tirer de cette façon. Alors attention, c'est important de rester factuel et précis sur un sujet aussi grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les armes autonomes, techniquement, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est possible de le faire. Mais aujourd'hui, la majorité des cas documentés affirment que la décision finale, elle reste encore validée par un humain. Pour bien comprendre avec un exemple, en gros, une fois une cible identifiée, eh bien, il y a un humain qui valide en quelque sorte la décision et à ce moment-là, donc, la machine va tirer. Aujourd'hui, donc, on est d'une certaine façon dans une forme de semi-autonomie de ces armes. Mais bref, la crainte, c'est que à terme, et finalement même très vite, les armes davantage autonomes se développent, puisque techniquement, encore une fois, c'est quelque chose qui est déjà possible. Et le véritable problème, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun cadre légal, aucun cadre juridique sur cette question. Sur ce sujet, il y a déjà des témoignages qui inquiètent. Par exemple, sur le front en Ukraine, certains témoignages de militaires russes comme de militaires ukrainiens ont rapporté que des drones entièrement pilotés par IA avaient déjà été envoyés sur le front et avaient déjà tué des soldats. Et l'une des premières choses en fait qui inquiète dans tout ça, c'est les potentielles erreurs et tout ce qui peut arriver derrière. Un exemple marquant sur cette question, ça se passe dans la guerre en Iran. Plusieurs enquêtes ont notamment révélé que les États-Unis ont très largement utilisé des systèmes avec intelligence artificielle pour analyser des images satellites et pour accélérer les bombardements en Iran. Et au milieu de ces bombardements, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, une école élémentaire en Iran a été frappée et ce bombardement a tué plus de 150 personnes, dont 120 enfants, selon Amnesty International. Or, plusieurs enquêtes journalistiques ont notamment souligné que le programme IA de l'armée américaine avait failli et que le programme s'était appuyé sur des renseignements trop anciens. Et donc, après avoir nié les faits au départ, les États-Unis ont finalement affirmé qu'une erreur de ciblage était à l'origine de ce bombardement sur une école, sans préciser pour l'instant si l'erreur était selon eux humaine ou non. Mais les conséquences, vous l'avez compris, elles sont là et elles sont graves puisque plus de 150 personnes ont été tuées, en très grande majorité des enfants. Ces exemples, ils montrent le risque que la prise de décision ne soit de plus en plus reléguée à des machines, avec, dans certains cas, potentiellement peu de vérification derrière. Et certes, il n'y a pas que la machine qui peut faire des erreurs, l'humain aussi, évidemment, peut faire des erreurs parfois avec des conséquences extrêmement graves. Il peut aussi prendre des décisions qui peuvent être gravissimes et entraîner des crimes de guerre, on en parle régulièrement sur la chaîne. Mais dans le cas ici qu'on évoque, et la question donc des armes autonomes, ça soulève tout un tas de questions et notamment des débats éthiques concernant la question de la responsabilité. En effet, qui est responsable en cas d'erreur? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est la personne qui a déployé la machine? Est-ce que c'est le fabricant de la machine? Bref, qui est responsable? C'est des questions qui potentiellement dans certains cas peuvent être vertigineuses. Bref, c'est ce qui fait qu'il y a eu cet appel de l'Organisation des Nations Unies et de la Croix-Rouge appelant à faire preuve de courage politique. Autrement, tout cela, je cite, coûtera des vies. Et la question, c'est donc la question de l'encadrement. Globalement, il y a deux courants de pensée, on va dire, sur ce sujet. Le premier courant de pensée, c'est des experts qui appellent à interdire
totalement ces types de systèmes de manière préventive. Certains estiment notamment qu'il faut une législation qui ressemble à celle qui a été prise sur les armes biologiques et sur les armes chimiques qui sont aujourd'hui totalement interdites par le droit international, même si, attention, il faut garder ça en tête, et là aussi vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne, en théorie elles sont interdites, dans les faits, en pratique, ces dernières années, elles ont été utilisées à plusieurs reprises, ce qui constitue des crimes de guerre. D'autres courants de pensée estiment davantage qu'il faudrait une réglementation stricte de l'usage de ces armes, mais sans les interdire forcément. L'un des objectifs serait notamment de se dire que la réglementation permettrait notamment justement de faire appliquer directement en quelque sorte sur la machine certaines exigences du droit international. Mais là aussi, ça reste quelque chose qui est uniquement théorique. Dans les faits, il y a énormément d'inquiétudes sur la façon dont ces armes pourraient être utilisées pour réaliser des crimes de guerre en déportant ensuite la responsabilité directement sur cette technologie. Enfin, le dernier risque important sur ces armes, j'en parle pas en détail aujourd'hui parce que c'est un sujet dont on parle régulièrement sur la chaîne, mais c'est le risque d'une perte de contrôle de ces systèmes et notamment des intelligences artificielles qui sont derrière. J'avais notamment interrogé Yoshua Bengio, qui est considéré comme l'un des parrains de l'IA, un des grands chercheurs sur le sujet et qui alerte aujourd'hui sur la question. On a aussi parlé récemment de piratage réalisé par des IA et des craintes là aussi d'une perte de contrôle. C'est là aussi évidemment quand on parle d'armes un risque qui est beaucoup avancé. Bref, depuis de nombreuses années, il y a donc des discussions qui se tiennent en ce moment au sein de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif, c'est de mettre en place donc une telle réglementation, mais pour le moment, les discussions ne sont pas parvenues à adopter un traité qui serait contraignant. Il y a une nouvelle réunion qui doit se tenir au mois de novembre sur le sujet. Évidemment, on vous tiendra au courant sur tout ça. Je vous mets tous les liens en description, notamment donc l'interview de Yoshua Bengio. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après avec la bonne nouvelle du jour. Merci Hugo et bonjour à toutes et à tous. On commence avec cette actu. En Amérique centrale, le Panama et le Salvador se sont déclarés en état d'alerte élevé ce mardi à cause d'El Niño. El Niño, c'est ce phénomène climatique naturel qui entraîne justement des événements climatiques extrêmes et qui risque d'impacter la météo dans de nombreuses régions du monde dans les prochains mois. Pour faire face à ça, le Panama a donc annoncé ce mardi l'instauration de l'état d'urgence. L'objectif, permettre d'accélérer les procédures administratives pour faire face à El Niño. La semaine dernière, le pays avait par exemple déjà annoncé réduire le trafic du canal de Panama par lequel 5% du commerce mondial transite. La raison justement, un manque d'eau dans le passage. De son côté, le Salvador a lui aussi déclaré l'alerte maximum en raison, je cite, d'une sécheresse météorologique et agricole sur tout le territoire national. Dans ce pays, l'absence de pluie a par exemple déjà entraîné une baisse du niveau des sources d'eau et la perte de récoltes. Alors à noter qu'au-delà d'El Niño, le Salvador se situe aussi dans ce qu'on appelle le couloir sec de l'Amérique centrale, une zone qui est particulièrement vulnérable aux phénomènes climatiques extrêmes. Selon l'ONU, l'Amérique centrale devrait donc probablement être l'une des régions les plus durement touchées par El Niño, avec une forte hausse du nombre de personnes qui risquent de manquer de nourriture. On suivra ça. Deuxième actu, une épidémie inédite de rougeole, la plus grave depuis des décennies, se propage actuellement aux États-Unis. On parle de plus de 2700 cas recensés en 2026 et c'est assez impressionnant quand on sait que l'épidémie avait été éliminée du pays en 2000 grâce à la vaccination. La rougeole, c'est une maladie qui se transmet par l'air et qui se caractérise par de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées. Dans certains cas, des complications plus graves peuvent aussi entraîner la mort. 2 personnes sont par exemple décédées de la rougeole cette année aux États-Unis, mais il faut bien noter qu'il existe aujourd'hui un vaccin fiable contre la rougeole. Mais alors comment expliquer cette reprise ? Eh bien plusieurs scientifiques dénoncent directement une forme de retour en arrière qui a lieu depuis plusieurs années aux États-Unis, avec des taux de vaccination à la baisse. Le ministre états-unien de la Santé, lui-même anti-vaccin, est notamment pointé du doigt par de nombreux observateurs. Il l'accuse en fait d'entretenir une forme de défiance autour des vaccins, mais l'administration Trump joue elle aussi un rôle plus large dans ce mouvement, avec des décisions parfois prises à rebours du consensus scientifique. Et sur ce point finalement, même si le vaccin est obligatoire aux États-Unis, les Américains peuvent dans certains États le contourner en invoquant des raisons religieuses ou même parfois philosophiques. Troisième actu, des colons israéliens ont attaqué ce mardi des journalistes de l'agence France-Presse en Cisjordanie, un territoire occupé illégalement depuis 1967 par Israël selon le droit international. Ces 3 journalistes étaient en fait sur place pour rencontrer des militants israéliens qui organisent des visites de solidarité auprès de Palestiniens qui sont harcelés par des colons. Et selon les premiers témoignages, après une altercation entre des colons et ces militants, des soldats israéliens auraient ordonné aux journalistes de quitter les lieux qu'ils ont qualifiés de zones militaires fermées. Par la suite, des colons israéliens, dont beaucoup étaient des enfants, auraient lancé des pierres en direction des journalistes, et des militants et un journaliste auraient aussi été frappés au menton avec un bâton par un enfant. Une enquête policière a été ouverte. Et d'ailleurs, toujours sur le sujet, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en campagne pour les élections législatives, a promis ce mercredi de poursuivre l'implantation de colonies en Cisjordanie. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la situation, je vous renvoie directement vers notre une consacrée au sujet, le lien est en description. Quatrième actu,
actu, à l'approche de la présidentielle en France, l'ingénieur et expert Jean-Marc Jancovici a lancé ce mercredi une assemblée citoyenne pour, je cite, donner de la voix aux citoyens sur les réchauffements climatiques en 2027. Concrètement, cette assemblée sera constituée de 150 personnes tirées au sort pour représenter la diversité de la société, et ces personnes se réuniront donc pendant 6 week-ends avec des experts dès le 19 septembre. L'objectif, selon Jean-Marc Jancovici, c'est, je cite, de faire revenir une parole citoyenne partant de problèmes concrets traités avec réalisme et l'envie de faire les choses ensemble. Si ça vous intéresse, on avait déjà interviewé Jean-Marc Jancovici il y a quelques semaines sur la chaîne et le lien est aussi en description. En tout cas, même si l'élection présidentielle est encore loin, certaines choses commencent à se préparer. C'est par exemple le cas de la primaire à gauche du Parti Socialiste et de Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Cette primaire a pour objectif de désigner leur candidat unique pour la présidentielle et elle se tiendra en 2 tours, les 9 et 10 et 16-17 octobre. Et on connaîtra donc la liste définitive des candidats à cette primaire mi-septembre. Et à droite comme au centre, aucune primaire n'est prévue pour le moment, mais le maire de Cannes, David Lisnard, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle, a annoncé aujourd'hui être favorable. Et dernière info là-dessus, le premier débat de la campagne présidentielle de 2027 va se dérouler ce jeudi sur le court Philippe Chartier de Roland Garros et il sera diffusé par LCI. Si vous êtes intéressé, il y aura Jean-Luc Mélenchon, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Marine Le Pen, Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier et Édouard Philippe. 5e actu, il y a du nouveau concernant le sort des dauphins et des orques du Marineland d'Antibes. Pour rappel, le Marineland d'Antibes, c'est un parc de loisirs qui organisait des spectacles d'animaux marins, mais le parc a finalement fermé au public en 2025 après qu'une loi en France pour le bien-être animal a interdit les spectacles de cétacés en captivité. Mais le problème, c'est que le sort des animaux qui étaient dans les bassins pose encore énormément de questions. Il y avait au départ 12 dauphins et 2 orques. Le parc voulait alors les transférer à l'étranger, dans un autre parc, mais la France y est opposée, car selon elle, les animaux allaient passer d'un parc en France à un autre parc, et qu'en termes de bien-être animal, ça n'avait pas changé grand-chose. Sans solution, la plupart des animaux étaient alors restés coincés dans les bassins à Antibes, des bassins qui se dégradent au fur et à mesure des mois. Finalement, pour sauver les animaux, 8 dauphins sur les 12 ont quand même été transférés en Espagne, en attendant de trouver mieux. Le zooparc de Beauval s'était aussi proposé à récupérer 8 dauphins dans un immense projet d'accueil pour cétacés, mais un an après cette annonce, le projet a été annulé car les coûts du chantier étaient jugés trop importants. Enfin bref, selon le patron du zooparc de Beauval, les animaux risquent donc d'être envoyés dans des hôtels ou des parcs d'attractions en Asie. Certains animaux encore présents à Antibes pourraient eux aussi être rapatriés en Espagne, des solutions qui sont largement critiquées par les associations. Merci beaucoup Samy, alors on termine, je le disais, avec une bonne nouvelle. Le cancer du sein d'une hôtesse de l'air a été reconnu comme une maladie professionnelle et c'est une première dans le secteur aérien en France. Pour donner un petit peu de contexte, c'est une décision qui a été prise ce mardi par le tribunal judiciaire de Bayonne et en fait ce dernier a estimé que le travail de nuit, l'exposition aux rayonnements ionisants ou encore le tabagisme passif de la plaignante, puisqu'il était possible de fumer jusqu'en 2000 dans beaucoup d'avions, tout cela a eu un impact sur la santé de la plaignante. Et c'est un jugement important puisqu'il fait office de jurisprudence, c'est-à-dire en gros que ça peut être une référence à suivre pour les prochains jugements sur le sujet. C'est donc une étape potentiellement importante, sachant qu'aujourd'hui le cancer du sein, il ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles. Et le résultat, c'est que le parcours pour sa reconnaissance, il est aujourd'hui compliqué pour les malades. Faudra donc voir comment est-ce que tout cela évolue, sachant qu'aujourd'hui, avec plus de 13 000 décès annuels, le cancer du sein, c'est le plus meurtrier des cancers chez la femme en France. Ça nous semblait donc important d'en parler aujourd'hui. Écoutez, voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. Vous le savez, pour suivre l'actualité au quotidien avec d'autres contenus et d'autres sujets, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.